Chapitre 1. Cassandra. J'arpente une salle de repos dans l'aéroport. Ici, seules les VIP sont admises. Suzette, qui m'accompagne, est assise dans un fauteuil confortable pendant que je fais les 100 pas. Je n'aime pas faire d'escale à Paris. Trop de mauvais souvenirs ressurgissent, des images et des sentiments dont je me passerais bien. Cet espace n'est pas bien grand et quand je me retourne, je tombe sur une affiche qui s'étale sur tout le mur. Une déesse est allongée sur le côté, telle une divinité grecque dans une robe blanche. Ses longs cheveux blonds frisés, savamment travaillés, mettent en valeur de magnifiques yeux bleus perçants qui vous sondent jusqu'au tréfonds de l'âme. Des lèvres pulpeuses couleur carmin attirent vite l'attention pour 1000 tentations. Il se dégage de cette sublime photo à la fois le pouvoir, la beauté et le désir. Je détourne la tête. Je ne connais que trop bien cette version affichée dans toutes les grandes villes et les magazines. Je me rappelle précisément quand j'ai posé pour le nouveau parfum Dios, Audacieuse. Et depuis, je me promène sur les bus, les métros, les tramways. Je me déroule au format géant sur les panneaux publicitaires. Je pixelise les écrans. Dios a frappé fort avec cette campagne. Ma perfection, je la dois aussi à Suzette, ma maquilleuse. Elle embellit mon teint en toutes circonstances selon les désirs de notre marque de luxe. Je ne suis qu'une poupée, finalement. On achète mon physique et je le vends maintenant à prix d'or. Je veux supplanter Naomi Campbell en matière de longévité de carrière, juste pour me prouver que je peux être quelqu'un malgré ce coup du sort qui m'a fragilisée dès la naissance. Ce passage à Paris me rappelle trop bien que tout a démarré ici. Peut-être suis-je arrivée dans la mauvaise famille. Un père médiocre, c'est certain, qui évoque trop souvent que nous pourrions nous revoir. Et pourquoi faire? Il devait me démontrer avant qu'il m'aimait, qu'il me protégerait. Il aurait dû tenir suffisamment à moi pour m'offrir un vrai foyer, et non pas des absences à répétition et des présences avinées. Je fais l'amour. Je peux me détendre ici. La compagnie a privatisé le salon afin que je ne sois pas importunée. Je tourne le dos à ce moi idyllique scotché sur le mur, et je lève la main pour jeter encore un coup d'œil à mon écran. Charlot. Peut-être pourrait-on se voir pendant ton escale. Bien sûr, ce n'est pas le prénom de mon père, mais c'est tout ce que m'inspire ce clown. Et puis les pseudos dans son monde, c'est courant. Je ricane toute seule, mais m'arrête bien vite. Comment se fait-il qu'il sache où je suis? Je suis surveillée. En même temps, il en a les moyens. C'est son métier. Je fulmine. Je hais cet homme. Il a brisé mon enfance, massacré mon adolescence. Trop de manquements m'ont fait passer de l'amour à la haine. Jamais il ne pourra se rattraper, c'est trop tard. Ce père de pacotille n'a repris contact que l'année dernière, après 4 années de silence. J'avais été très ferme sur le fait que je ne désirais aucune forme de communication avec lui. Et voilà qu'il m'envoie un SMS, pour une raison de sécurité mal placée. Ou d'insécurité, devrais-je dire. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il n'avait qu'à être présent quand j'avais besoin de lui. Suzette s'est endormie à 1000 lieues de mes tourments. Je ronge mon frein. Mon ongle vient se caler entre mes dents et je sursaute. J'ai arrêté ce toc quand j'ai démarré les castings. Ça a été salvateur pour moi, cette nouvelle vie, à tout point de vue. Je soupire d'exaspération à l'idée de répondre à mon géniteur. J'écris tout de même le traditionnel « non » avec mes pouces et je laisse tomber mon téléphone dans ma poche de pantalon large. J'en ai ras-le-bol de tourner en rond dans cette boutique. J'ai déjà bu un café, je ne dois pas en consommer davantage aujourd'hui. Je regarde d'un œil torve les biscuits. Je me refuse à avaler tous ces glucides. À la vérité, mes photos ne sont pas retouchées. Suzette a le pinceau léger avec moi. Évidemment, c'est au prix de nombreux efforts que je m'impose toute seule afin de conserver un teint parfait et des courbes élancées. Si je veux une carrière longue, j'ai intérêt à choyer mon corps comme un temple. Je dois tout à cette enveloppe charnelle. Sans elle, je ne suis rien. Pour me changer les idées, je décide d'aller me balader un peu dans l'aéroport. À vrai dire, ce sont les seules promenades que je m'autorise seule, incognito, pendant les escales. Je secoue gentiment Suzette pour la réveiller. Cette dernière fronce les sourcils et une de ses paupières se soulève péniblement. Je vais faire un tour. Mon ton déterminé lui fait ouvrir grand les yeux. « T'es sûre ?» Je hoche la tête. « Tu veux que je t'accompagne ?» demande-t-elle, prête à se lever.
J'appuie sur son épaule pour qu'elle comprenne qu'elle peut rester là. Je n'en ai pas pour longtemps. Me fondre dans la foule avec le commun des mortels me fera le plus grand bien. Je ne côtoie personne en dehors de l'équipe d'Ios. Je crois que, petit à petit, je suis à côté de la plaque, hors du temps et des problèmes planétaires, enfermée dans mon donjon de paillettes et de strass. Suzette sourit. « Ok, mais camoufle-toi. » « Bien sûr. » Je m'avance vers un miroir. Je glisse des lunettes de soleil sur mes yeux. Je pose délicatement un foulard coloré sur ma tête pour dissimuler mes cheveux. Je me regarde et je constate que je représente la parfaite vacancière chicose. Tout de Dios vêtu, avec mon pantalon ample et ma tunique passe-partout. J'ouvre la porte et tombe nez à nez avec un serveur. « Vous désirez quelque chose, mademoiselle Joulin ?»« Non, » affirmai-je en souriant. « Je reviens dans 1 heure, tout au plus. Je vais faire un peu de tourisme. »« Dans l'aéroport ?» demande-t-il surpris. Je lève les yeux au ciel derrière mes verres solaires. Clairement, je n'ai pas la chance de pouvoir me promener où bon me semble. Je ne m'appartiens plus. Même si je connais bien Paris, je préfère rester ici, dans une sécurité relative. À force que l'on s'occupe de moi en permanence, je crois bien que je deviens froussarde. Je tique. À 24 ans, c'est un triste constat. Je vais devoir y réfléchir pour y remédier. J'en parlerai à ma patronne dès mon arrivée à New York. Néanmoins, là-bas, loin de mon passé, je me sens bien mieux, beaucoup plus équilibrée. C'est vraiment Paris et mes vieux souvenirs qui me tourmentent. Je sors du club VIP et le serveur referme la porte derrière moi. J'avance vers une librairie. Tout à coup, je me découvre sur les unes des plus grands magazines internationaux. Je fais demi-tour immédiatement. Mon cœur fait une embardée sous le coup de l'émotion et de la peur d'être reconnu. Je m'engouffre dans le premier magasin de parfums. Pas de chance, là aussi, audacieuse s'étale en gros plan dans les rayons. Plusieurs clientes potentielles hument cette fragrance capiteuse. Je ne la porte même pas au quotidien. J'avoue qu'elle ne me correspond pas trop. Je quitte ce commerce et poursuis ma promenade en faisant du lèche-vitrine. Je suis ébahie par tous ces magasins. Mince, j'aurais dû aller aux toilettes quand j'étais dans notre lieu sécurisé. Je suis le fléchage pour rejoindre les plus proches où je pourrais me soulager. Heureusement, il n'y a personne. Je m'engouffre dans la cabine et en ressors rapidement une fois ma vessie vidée. Une femme se maquille devant les miroirs. Elle prend un soin méticuleux à poser du mascara pour sublimer ses jolis yeux noirs. « J'adore votre foulard !» s'exclame-t-elle. « Où l'avez-vous acheté ?» Elle me regarde à peine et pourtant elle me met mal à l'aise. Sa bouche est pincée. Elle est très concentrée. Mais c'est toujours le cas quand on se maquille. Je lui souris par politesse. « Vous en trouverez peut-être dans la boutique d'Ios ?» Je n'ai pas pénétré dans cet espace. J'avais trop peur finalement qu'on reconnaisse mes vêtements, ma démarche. Ma célébrité ne me facilite pas la vie. La dame range son mascara dans sa petite trousse et la glisse dans son sac en passant derrière moi pour sortir de ce lieu d'aisance. Je baisse mon regard pour me savonner les mains. Soudain, je perçois une présence dans mon dos. Je sursaute et me redresse, aux aguets. Une piqûre dans le cou m'arrache un gémissement. J'y porte mes doigts mouillés par pur réflexe. Mes yeux se troublent et je ne comprends pas. La femme se tient derrière moi, son visage sévère ne me dit rien qui vaille. « On va faire une petite balade », affirme-t-elle. Au moment où je veux parler, ma bouche se tord et je ne maîtrise plus ma voix. Ma gorge se serre dans un pincement très désagréable. Je n'ai pas le temps de réagir que je m'écroule. Chapitre 2. Matisse. Nous débarquons en urgence dans notre salle de conférence du BOC pour une réunion au sommet. Nous savons que nous pouvons être rappelés à tout moment, mais là, cette mission, c'est une bombe. Ce que nous avons appris pendant notre barbecue dominical pourrait ébranler les services de renseignement et même la France. Le chef du plus grand service de l'ombre vient d'être percuté de plein fouet. Sa fille s'est fait enlever et cette demoiselle n'est autre que l'égérie Dios, une star internationale. Je n'ai pas souvent rencontré Stabilo, cet éminent directeur, mais jamais je n'aurais pensé qu'il ait engendré une aussi belle minette. Je me revois attablé avec Douglas, en train de contempler cette magnifique plante sur une affiche au-dessus de son Hummer.
Incroyable comme le monde est petit. Bref, notre partie de fléchettes a été vite arrêtée cet après-midi, et nous avons sauté dans nos bagnoles pour regagner ce lieu où notre prochaine expédition va prendre forme. Double Zéro, mon chef direct, allume déjà les ordinateurs sécurisés pour nous connecter à distance. Nous nous asseyons autour de la table de conférence. « G.I. Joe, passe-moi la télécommande, s'il te plaît », lance-t-il. J'empoigne cette dernière et la fais glisser le long de la table afin qu'elle atterrisse directement dans ses mains. « Merci. Le colonel va nous rejoindre. » Je n'en suis pas surpris. C'est lui qui commande notre cellule d'agents très spéciaux. Les opérations clandestines et illégales, c'est notre affaire. Cannonball, la compagne de notre chef, et ma collègue, ouvre la session et Poteau Rose apparaît immédiatement. Cette femme est sous les ordres de Stabilo et pilote la plupart de nos missions. Nous sommes le bras armé des services secrets. Nous nous connaissons bien et sommes comme une famille. L'air revêche de Poteau Rose crève l'écran. Elle scrute le sien pour découvrir qui est dans la salle. Un mince sourire s'étire sur son visage lorsqu'elle aperçoit Looping. Ce salopard a réussi à faire tomber le dragon et ils sont désormais en couple. Looping était avec nous ce week-end uniquement pour fêter le retour de Douglas. En règle générale, il passe ses jours disponibles avec sa belle. Les lèvres de cette dernière se pincent à nouveau et sa sévérité revient instantanément. La mine grave, Stabilo arrive et s'installe à côté de sa subordonnée. Nous allons enfin en savoir davantage. Mon pied tressaute, mais je l'arrête immédiatement. Bien. Merci de répondre présent. Je suis désolé de perturber la fête que vous aviez prévue pour le retour de Douglas. Je sais qu'il va reprendre vite sa place parmi nous. Mon pote acquiesce, satisfait. L'heure est grave, reprend Stabilo. Ma fille a été enlevée il y a déjà 8 jours. Les insurgés la retiennent en otage. Ils ont pris contact avec la France ces dernières 24 heures. Je fronce les sourcils. Pourquoi tout ce temps avant de découvrir qu'elle a été kidnappée ? Notre colonel entre et s'assied parmi nous. Seuls des hochements de tête répondent pour le saluer. « Que veulent-ils » demande-t-il immédiatement. « Échanger ma fille contre 3 terroristes incarcérés dans nos prisons. » Quand Stabilo cite les noms, nous tiquons tous. Ce sont de vrais meurtriers. Ils ont multiplié les attentats sanguinaires dans le monde entier et fait des centaines de morts avant de tomber en France. L'Al-Qaïda, leur groupe, est démuni et peine à se relever après les différentes expéditions pour les neutraliser. Nous patientons. Le Big Chef va poursuivre. Nous n'avons rien à décider, simplement à exécuter les ordres et organiser une opération qui doit réussir. Le président de la République refuse de libérer ces criminels. Il souhaite que nous préparions une mission d'extraction. Stabilo est plus soucieux que d'habitude. Son armure de chef se fissure. J'en comprends bien les raisons, même si je sais que je ne serai jamais à sa place. Avoir une femme, ce n'est pas mon truc. Oh, j'en fréquente régulièrement, bien sûr, mais ça n'ira jamais plus loin. Je suis marié avec ma patrie. Je veux bien admettre que ce soit terrifiant que l'on s'en prenne aux êtres que l'on chérit. J'avoue que j'en suis soulagé, reprend-il sincèrement. Je n'aurais pas voulu échanger ma fille contre ces assassins. L'opération clandestine me paraît le moyen le plus sûr et le plus rapide pour la récupérer. Je fronce les sourcils à cette mention, car je comprends parfaitement l'urgence. Cassandra est contre tout ce qui peut me représenter, et par conséquent, probablement antimilitariste. Nous écarquillons les yeux. Double Zéro est le premier surpris, lui qui reste toujours imperturbable. Ce que je vais vous révéler est strictement confidentiel. Néanmoins, je me dois de vous avertir pour que vous compreniez l'état d'esprit de ma fille. Nous nous redressons tout ouïe. J'ai quitté sa mère au début de l'adolescence de Cassandra, dans des conditions difficiles. Bref, c'est le passé. Je n'ai malheureusement gardé que peu de contact avec Makassi. À mon grand désarroi, d'ailleurs. Mais j'ai respecté son besoin de prendre du recul et de la laisser grandir loin de moi.
Donc, je ne vous cache pas que, d'une part, la récupérer va être compliqué. D'autre part, vous ne serez sans doute pas les bienvenus. » Stabilo soupire devant ces aveux poignants. Personne ne fait de commentaire. Je suis abasourdi par ces secrets. Pourtant, n'ayant jamais élevé d'enfant, je ne sais quoi en penser. Bref, elle a disparu à l'aéroport il y a 8 jours. Sa mère m'a alerté il y en a 5, mais je n'avais aucune direction dans laquelle chercher. J'ai discuté avec sa patronne à New York. Cassandra semblait tendue la dernière fois qu'elles ont échangé et souhaitait prendre des vacances rapidement. Néanmoins, sa nervosité n'a rien de surprenant puisque c'était pendant son escale à Roissy et que je lui avais envoyé un message pour la rencontrer pendant les quelques heures où elle foulait le sol français. Évidemment, comme toujours, elle a refusé mon invitation. Donc, nous ne savions pas si elle s'était volatilisée de son plein gré, ce qui aurait été la première fois, ou s'il lui était arrivé quelque chose. Les autorités françaises la recherchent activement, bien sûr, mais sa disparition n'a pas été révélée, afin de ne pas attiser le feu des médias. Dios a l'habitude de gérer les frasques de ses mannequins, même si Cassandra a toujours été exemplaire. Sa maquilleuse, Suzette, a déclaré que Cassie était sortie se promener dans la galerie marchande et qu'elle n'avait jamais réapparu. Nous avons interrogé cette jeune femme, elle semble clean. Ma fille est mannequin vedette et égérie Dios. La seule qui pourrait la supplanter est Valentine. Cette dernière semble assez sournoise pour manigancer afin de réussir. Elle a déjà essayé de causer du tort à Cassandra. Les enquêteurs recherchent dans cette direction. Cependant, depuis moins de 24 heures, nous savons qu'elle est retenue dans le désert du Sinaï. Bien sûr, cette information est demeurée secrète. Soudain, un portrait de Cassandra crève l'écran. Si toutefois vous ne saviez pas à quoi ressemble ma fille, la voici. Je ricane silencieusement, c'est nerveux. La voir sur cet écran me serre la poitrine. Une splendeur pareille, comment ne pas la remarquer? Ce joli minois me fait un effet dingue. De longs cheveux blonds encadrent son fin visage. Sa bouche ourlée invite à des pratiques que j'affectionne particulièrement. Je change de posture pour me ressaisir. Merde, c'est la fille du grand chef. Mon cœur se réveille et tambourine. Probablement parce qu'elle est retenue otage quelque part. Mais vous ne la trouverez peut-être pas sous cette apparence. La photo est remplacée par le portrait d'une adolescente boudeuse. Clairement, elle n'avait pas envie de poser sur cette photo. C'est surprenant vu son métier. Mais ce qui m'étonne le plus encore, et qui saute aux yeux, c'est la couleur des siens. Un iris vert clair et l'autre marron foncé. Sublime. Je la trouve même plus jolie qu'avec ses lentilles bleues. On a un seul et unique désir, plonger dans ce regard envoûtant. Chapitre 3. Matisse. Cassie dissimule la véritable couleur de ses yeux. Elle vit même cela comme un handicap, une anomalie génétique. Elle a été harcelée. Stabilo remue, mal à l'aise. Il a pas mal de choses à digérer du passé, le bougre, et probablement que sa fille aussi. Je ne sais pas dans quel état vous allez la retrouver. Elle n'aura peut-être plus son allure des papiers glacés. Mon palpitant cogne plus fort et se crispe. Je ne sais pas pourquoi je suis si touché. Probablement parce que c'est la fille du directeur. Cette opération devient une affaire de famille. On peut s'attendre à tout avec ces baltringues. Assassins, violeurs, voleurs. Rien ne les arrête. Ils n'ont aucun état d'âme. Soudain, j'ai hâte que l'on passe à la vitesse supérieure et qu'on prépare véritablement cette foutue mission. Comme en écho à mes pensées, ce père affecté reprend la parole. Et la vision à l'écran change. Cette mission a été baptisée Amaterasu. Des indices dans la prise de contact des ravisseurs
ont orienté nos recherches vers l'Égypte et plus particulièrement le Sinaï. Pour confirmer cette supposition, nos satellites et nos drones nous ont révélé des mouvements intéressants. Comme vous pouvez le constater, ce camp est flanqué contre la montagne et borde le désert. Difficile de s'échapper d'un côté ou l'autre en cas de mauvaise surprise. Cette base, avec de vieilles baraques retapées, ressemble à un hameau abandonné. Et pour cause, même pas une oasis aux abords. La vie ici doit être rude. En revanche, elle est idéale pour un groupe terroriste qui veut manigancer des activités clandestines. À alentour, quelques bédouins, mais il faut parcourir une dizaine de kilomètres pour les trouver. Cela signifie que ces insurgés sont confortables pour faire leurs petites affaires. Enfin, vous savez ce que c'est. Les habitants ou nomades ferment les yeux ou coopèrent pour espérer être tranquilles. D'ailleurs, on a remarqué que ces bédouins commençaient à plier bagages. C'est pour cela que l'on mise sur cette position en particulier. C'est celle qui connaît le plus de mouvements actuellement. Le départ des bédouins n'est pas surprenant. S'ils ne veulent pas être enrôlés de force, mieux vaut tailler la route. Les jeunes rejoignent le plus tôt possible le Caire ou partent loin pour ne pas être menacés. Comme vous pouvez le constater sur ces photos, le camp est en train de se développer pour accueillir des combattants. Pour l'instant, nous soupçonnons qu'ils soient peu armés. Cependant, si nous devinons juste, cette position va devenir un bastion et les insurgés, mais aussi les armes, vont arriver. La vue change encore. Ce sont les deux habitations où nous avons vu le moins de mouvement ces dernières 24 heures. On suppose que Cassie est toujours enfermée dedans. « Stabilo, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est là-bas » demande le colonel. C'est une bonne question car ce début de camp ne ressemble à rien. Pourquoi garder la fille du chef des services secrets français ici ? C'est incompréhensible. Ceci. Une vidéo prise par un drone en haute altitude montre des images de mauvaise qualité. Pourtant, une certaine agitation règne devant une des cabanes. Des tocards en armes entourent une porte. Une silhouette apparaît et, quand elle sort de l'ombre, on distingue clairement une personne avec de longs cheveux blonds. Bien sûr, on ne peut pas être sûr qu'il s'agisse de Cassandra. Tel un fantôme, elle avance en claudiquant. Est-elle blessée ? Tout à coup, elle se redresse et semble s'en prendre à ses geôliers. Sa véhémence est très surprenante. Un des tocards la pousse et elle tombe à genoux. Elle est escortée manu militari dans un autre bâtiment, ses jambes traînant dans le sable. Je grince des dents. Défendre les opprimés, les femmes, les enfants. Je suis faible face à l'injustice et je partirai vite en guerre pour venger les victimes. Voici la demande d'échange. Une nouvelle vidéo apparaît. Les baltringues sont tous enrubannés. Leur discours au nom d'Allah est classique. Ils revendiquent la libération de leurs frères indûment emprisonnés, mais bien sûr. Puis le zoom est fait sur Cassandra. Son visage est émacié. De grands cernes noirs marquent ses yeux vairons. Sa chevelure est pleine de nœuds, de terre. Ses magnifiques lèvres sont asséchées par la déshydratation. « Papa ne vient pas !» hurle-t-elle. Forcément, elle se prend un poing dans la pommette. Son gémissement de douleur est déchirant. La dernière chose que l'on voit d'elle, c'est une main ensanglantée, dont la peau des doigts est retirée. Que lui ont-ils fait ? Mon sang bout dans mes veines. Autour de la table, la tension est palpable. Nous sommes tous retournés par ces images. S'ensuivent les revendications pour favoriser l'échange et la survie de cette chienne. Je me retiens de bondir sur mes pieds et récupérer mon gun pour sauter dans l'hélico. Stabilo apparaît de nouveau à l'écran. Misérable. L'adrénaline fuse brusquement dans la pièce. Je n'ai qu'une envie. Lui ramener sa fille et éliminer tous ces tocards au passage. Nous poursuivons l'étude de l'extraction de Cassandra. Stabilo nous amène déjà beaucoup d'éléments. Il faut aller là-bas au plus vite, avant que ces insurgés montent en puissance. Des mouvements dans le Sinaï, mais aussi les pays limitrophes,
nous font prendre conscience qu'un rassemblement est en train de se préparer. Évidemment, c'est une magnifique prise. Comment a-t-elle été repérée? N'a-t-elle pas de téléphone sécurisé? J'ai eu cette réponse. Stabilo a vérifié le contenu de son smartphone sur une ancienne sauvegarde et elle avait supprimé certaines applications. Son appareil n'aimait plus et il est impossible à localiser maintenant. Je ne sais pas dans quoi on met les pieds, mais la déesse semble assez rebelle. Nous déterminons les rôles de chacun. Un soutien en hélicoptère est commandé pour pallier toute difficulté. Bien sûr, nous arriverons de nuit, sur la position Saint-Loin loin des chameaux. Un simple touch and go et l'affaire est réglée. Finalement, cela paraît assez facile. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous engager avant des heures. Le temps que nous soyons tous prêts, le plan peaufiné au millimètre et toutes les équipes affectées. Je suis binômé avec mon ange puisque Douglas ne peut pas partir en mission pour le moment. Looping reste en base arrière. Double Zéro et Cannonball sont de la partie. Chaque détail est prévu. De l'armement jusqu'à nos tenues et notre équipement. Nous n'allons prendre aucun risque pour cette affaire. Nous n'en prenons jamais, évidemment, mais savoir que c'est l'un des nôtres qui est touché rend cette mission encore plus périlleuse. Chapitre 4. Cassandra. J'ai mal à la pommette. Ce connard m'a décroché une sacrée droite. J'ose à peine effleurer ma joue. Je ne sais pas ce qui est le plus douloureux, mon visage, mes lèvres gercées ou mes doigts décharnés. Enfin, surtout ma main droite. Dire que j'avais arrêté ce toc depuis plusieurs années, et voilà le résultat. J'ai commencé par ronger mes ongles. Ces derniers sont maintenant tellement courts que l'extrémité de mes phalanges saigne. La pulpe en a pris un sacré coup. Puis j'ai tiré sur les petites peaux sur le côté de mes doigts. À chaque arrachage, la brûlure me faisait serrer les mâchoires, me stressant un peu plus devant la déchéance qui gagnait du terrain. Malgré tout, il y avait sans cesse un minuscule morceau d'épiderme qui se relevait. Résultat, mon index et mon majeur sont totalement dépiautés. Ça fait mal, voire vraiment souffrir, et je commence à dépecer le dessus de ma main. Il y a toujours ce bout de peau qui me taquine et que je déracine pour que le phénomène s'arrête. À ce rythme-là, mon bras sera bientôt pelé. Un des doigts commence à s'infecter. L'inflammation est atroce. Je chouine dans mon coin, à nouveau enfermé. Une petite fenêtre munie de barreaux laisse pénétrer l'air, ainsi que la lumière. Dans la journée, c'est la fournaise. On me donne de l'eau? Parfois. Au début, je ne la buvais pas, car elle me semblait croupie. En tout cas, elle sentait mauvais. À présent, je l'avale vite fait en faisant la grimace. Bizarrement, elle ne m'a pas rendu malade. De toute façon, je vais mourir ici. Mon père n'acceptera jamais de m'échanger contre des assassins, et il a bien raison. Il m'a abandonnée à l'époque où j'étais encore gamine, alors pourquoi viendrait-il me sauver maintenant? Enfin, j'espère qu'il ne commettra pas cette folie. Je ferai partie des dommages collatéraux. Lorsque je vois mes mains, que je tâte les os sous ma peau, je ne peux que conclure que l'égéridios est fini. Il n'aura pas fallu longtemps. Pourtant, je me sentais aussi résistante que la mauvaise herbe, et en quelques jours, je suis en train de dépérir. Depuis combien de temps suis-je ici? Probablement une semaine, ou peut-être plus. J'ai arrêté de compter après 3 nuits. La folie commençait à me tourmenter, et je n'arrivais plus à me raisonner. Aucun repas pour rythmer mes journées. Seulement de l'eau, de temps en temps, et encore. Le dernier souvenir que j'ai, c'est cette femme dans les toilettes et la seringue que j'ai à peine aperçue. Si je n'avais pas senti la piqûre, je pourrais croire que j'ai rêvé. Et ils ont dû m'endormir avec un anesthésique très puissant. J'étais vraiment mal quand je me suis réveillée. J'ai mis très longtemps à reprendre véritablement connaissance. Au bout d'un moment, c'est la douleur dans le dos qui m'a interpellée. J'étais couchée entre ces 4 murs sur un sol en terre battue. Qu'est devenue Suzette? A-t-elle alerté les autorités? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé.
Au moins, mon père a été prévenu, mais c'est parce que ces fous pensaient que j'étais un gros butin, une monnaie d'échange. La chaleur de la journée est implacable. Je me dessèche à vue d'œil. Je me retire le plus loin possible de cette fenêtre qui transforme cette prison en four. En revanche, la nuit, je m'en rapproche. Quand j'ai la force de me mettre debout, j'y passe plusieurs heures à respirer. Par chance, les nuits sont beaucoup plus fraîches et le froid est le bienvenu. J'en profite pour observer, mais d'où je suis, je ne vois pas grand-chose. Il semble y avoir d'autres bâtiments. Néanmoins, je ne me rends pas compte de l'importance du lieu dans lequel je suis séquestrée. Est-ce un hameau? Un village? Tout a l'air abandonné ici. Seul le désert me tend les bras. Quand je somnole, je sens mon corps s'enfoncer si profondément dans le sable que je me réveille en sursaut. Ce désert sera mon mausolée à n'en pas douter. Ma paume gauche tient ma précieuse main droite comme si cela allait l'empêcher de tomber. Ridicule. Je ne sais plus où mettre ce membre tellement il me fait souffrir. Je cours à l'amputation vu mes conditions de détention. Enfin, si je survis. Pour couronner le tout, j'ai perdu mes lentilles colorées pendant qu'on me transportait. Sur le coup, j'en ai pleuré. C'est ce qui m'a le plus affecté à mon réveil. Ces lentilles sont mon rempart, ma raison d'exister, celles qui font que je suis devenue quelqu'un de grand, de reconnu, d'aimé. Avant de les porter, ma vie était misérable. Au départ, je les ai cherchées dans cette terre sablonneuse. J'ai tout retourné. Je crois que j'aurais été capable de les remettre pour dissimuler mes iris démoniaques. D'ailleurs, lorsque mes kidnappeurs m'ont découverte dans cet état, avec mes prunelles de 2 couleurs différentes, ils ont immédiatement invoqué Allah. Depuis, ils n'osent plus s'approcher du diable que je représente à leurs yeux. Tout cela me ramène à des années en arrière, quand j'étais harcelée. À une autre époque, on m'aurait brûlée tellement mes assaillants me considéraient comme une hérétique. D'ailleurs, ils ont osé mettre le feu à mon sac. J'ai dû me cacher et changer de ville, d'établissement scolaire, pour trouver la paix. Je suis arrivée dans une toute nouvelle école avec de jolies prunelles bleues. Ça, plus mes cheveux blonds, je suis passée du démon à l'ange. Mes journées sont rythmées par leurs prières. J'espère qu'ils en disent quelques-unes pour sauver mon âme. J'ai peut-être aperçu une vingtaine de terroristes quand je suis sortie de mon trou ce matin. J'ai eu droit à un petit film dont j'étais la star. Pour une fois, je n'ai pas été coopérative dans la comédie que l'on m'a demandé de jouer. Ça m'a changé des conditions de plateau auxquelles je suis habituée. Je pense être tranquille pour un moment. Le jour s'achève à nouveau. J'entrevois une main poser un gobelet sur ma fenêtre et elle s'échappe bien rapidement. Je ricane silencieusement, car même le rire s'est tari de ma gorge asséchée. Je me jette sur cette précieuse denrée salvatrice. Je pince les narines pour ne pas sentir. Je n'urine plus depuis un moment. Mes boyaux se tordent sous la faim et sous cette eau qui semble putride. Pourvu qu'elle m'achève plus vite. Je m'allonge au fond de ma cellule, à même la terre. Mes paupières papillonnent. Je suis épuisée, juste à respirer. Les mêmes cauchemars reviennent, emplis de désert. Les grains s'écoulent un à un, au ralenti. Ah, c'est nouveau, c'est un sablier géant. Et les particules dorées s'amoncellent de plus en plus pour remplir toute la partie inférieure. C'est presque joli. Soudain, une main surgit, toute décharnée. Une tête blonde, toute échevelée. Un corps se débat. C'est l'horreur. Mon inconscient me rappelle que le temps m'est compté. Ce qu'il y a de bien quand on rêve, c'est que, quelque part, on sait que ce n'est pas la réalité. Et pourtant, je n'en suis pas si loin. Je suis réveillée en sursaut par mon propre cri quand je sens le sable envahir ma bouche et couler dans ma gorge. Je suffoque. Je m'assieds, toujours aussi épuisée, enfin revenue à la réalité. Dehors, une agitation me fait bondir sur mes pieds. Je chancelle jusqu'à la fenêtre. Des camions arrivent, avec probablement des combattants. Je mords l'intérieur de ma joue. Ce camp de terroristes est en train de se renforcer. Je lève les yeux au ciel. S'il existe un Dieu, pourrait-il être plus clément?
une seule et unique larme s'échappe et coule le long de ma pommette. Des caisses sont débarquées et je devine que ce sont des armes et des munitions. Chapitre 5 Matisse. Nous volons dans 3 hélicos tactiques, transporteurs de troupes, que des militaires expérimentés, lourdement armés. Cannonball, assise à mes côtés, est déterminée à en découdre. Elle a connu la captivité, elle aussi. Elle en garde encore des cicatrices. Les stigmates sur son visage montrent que cette aventure est toujours présente dans son esprit. Dans nos pensées, nous patientons, chacun à notre façon, le temps que l'on nous annonce l'arrivée sur Saint-Loin-Loin des Chameaux. Pour ma part, je ne peux m'empêcher de penser à cette curieuse otage que nous devons délivrer. L'esprit, c'est ce qui fait tenir en pareille circonstance, et j'espère que Cassandra en a un super costaud. Je tremble à l'idée de l'état dans lequel nous allons la retrouver. Ses yeux verrons m'ont profondément touché, tout comme son histoire de rejeter. Cette dernière résonne curieusement, avec un passé que je préférerais oublier. Jamais je n'aurais pensé que ces vieux souvenirs ressurgiraient à mes 35 balais pendant un vol tactique. Dire que je croyais avoir tourné la page, accepté, grandi. Mais il a fallu que je voie la photo d'une adolescente exclue, transformée malgré tout en déesse, pour que tout me pète à la gueule en un feu d'artifice multicolore où tout se confond. Ma vie, la sienne, mon rapport avec les femmes. J'avoue que j'en suis ébranlé comme jamais. Je reviens dans l'habitacle bruyant, rassemblant mes pensées égarées. Je regarde à nouveau ma collègue, dont le front est plus plissé que le mien. « Tournez, Cannonball !» Je tends le poing en criant pour couvrir le bruit des moteurs. Son sourire de conquérante illumine son visage. Et elle frappe mes phalanges. Je feins la blessure, comme si mes doigts étaient cassés. « T'as intérêt à avancer, G.I. Joe, sinon je te botte le cul. Je te rappelle que c'est toi qui dois sauver la princesse. » Elle se marre comme une dingue, mais je sais que j'ai toute sa confiance. Notre mission est simple. Mon ange et moi devons trouver Barbie. Je la jette sur mon épaule, je cours comme un dératé et je tire dans le tas si besoin. D'ailleurs, j'ai fabriqué un arceau qui va maintenir mon fusil d'assaut bien en place et je pourrai balancer autant de pruneaux que mon chargeur le permet. Évidemment, mon ange me soutient ainsi que tous les autres. Les 3 hélicoptères de combat ont prévu de rester en stationnaire au-dessus de la zone. Nous arriverons en fanfare. On rase ce camp, neutralise cette vermine et on repart. La Qaïda devra encore ramer pour se relever. J'en souris. C'est une opération qui s'annonce facile. Nous partons gagnants, mais nous n'oublions pas que les mauvaises farces peuvent survenir. Nous avons anticipé toutes sortes d'imprévus, néanmoins pas sûr que nous ayons évalué toutes les options. Ce qui me rassure, c'est que nous sommes une bande de professionnels, les meilleurs des meilleurs. Ouais, faut bien se rasséréner. Nous avançons dans la nuit noire, arrivée programmée maintenant dans moins d'1 heure. 00 observe une carte topographique. Je connais mon chef par cœur. Je partirai au bout du monde avec lui, pour n'importe quelle mission. J'admire ce mec. La sécurité, c'est son dada. Je suis certain qu'il continue à échafauder des plans au cas où nous aurions des surprises. Nous nous rapprochons encore. Mon palpitant commence à prendre un rythme où il va pulser l'adrénaline à flot dans mes veines. C'est le carburant des forces spéciales. « Caféine ?» propose 00. Ah oui, la caféine à dispersion lente. C'est intéressant pendant les expéditions nocturnes. Elle nous garantit de garder toutes nos ressources à plein régime. Il fait tourner la boîte et en consomme qui veut. Nous nous connaissons bien. Pour ma part, j'avale un comprimé pour m'assurer de ne pas avoir de coup de pompe. Normalement, la mission est vite terminée, mais il faut être prêt à tout. Pour l'effet de surprise, justement, non seulement nous arrivons sous le vent, mais aussi de l'autre côté de la montagne. Ces tocards vont nous découvrir à la dernière minute. « Arrivée sur zone dans 3 minutes », crachote le pilote dans nos casques. Les dernières centaines de mètres sont franchis. Tous mes frères affichent le même visage. Un mélange d'hyperconcentration et de détermination.
Nous mettons nos jumelles nocturnes. Les hélicos se positionnent en stationnaire au-dessus du camp. Les tireurs d'élite sont déjà prêts. Les cordelisses sont à peine déployées que je glisse sur l'une d'elles, me posant rapidement sur le plancher des chameaux. Mes pieds touchent tout juste le sol que je cours, mon ange à mes côtés, dans la direction de la maisonnette qui semble être la geôle de Barbie. Mon sac est bien calé dans mon dos, mon armement est prêt à tirer. 2 baltringues sortent d'un bâtiment. Contact. Annonce 00 et Cannonball. 2 sifflements jaillissent de leurs armes silencieuses. Cible neutralisée. Ces 2 super-héros sont hors compétition pour garantir une mission. On croirait qu'ils ne font qu'un, tellement ils sont coordonnés. Mon ange s'assure que nous puissions progresser sans encombre, et j'arrive à la porte tant convoitée. Je balance un grand coup de tatane et le battant tombe. Derrière moi, c'est la panique. Ça s'agite sévère. Pour autant, je fais confiance à mon ange. Il me couvre pendant que je récupère Barbie. Chacun sa mission. Je me glisse à l'intérieur et discerne immédiatement une masse entassée dans un coin, essayant de se faire la plus petite possible. « Cassandra, je viens pour vous sauver. » Mon ton est calme et neutre, afin de ne pas l'affoler. Ses yeux s'écarquillent, mais elle est tétanisée. Elle tente de hocher la tête pour m'indiquer qu'elle comprend. Toutefois, je constate, à son mouvement saccadé, qu'elle est loin d'avoir toutes ses capacités. Pas grave, j'en ai pour 2. Je vais vous prendre dans mes bras et vous emmener. Elle acquiesce plus aisément. Où allons-nous ? Demande-t-elle incertaine. En France. Je vous raccompagne auprès de votre père. Soudain, elle se recule comme si elle avait reçu un choc électrique. New York ! Sa proposition me fait sourire. Je ne suis pas Stewart. Je suis militaire français et je vous ramène en France. Vous pourrez aller où bon vous semble après. Cette dernière phrase est un mensonge. Franchement, je ne vois pas comment elle pourrait reprendre sa vie publique après cet enlèvement. Néanmoins, c'est le cadet de mes soucis. Ma mission est de la ramener saine et sauve au pays. Le bruit s'intensifie derrière moi. « Maniez-vous !» lance mon ange. Je me penche pour soulever Cassandra et la remettre sur ses pieds. Elle vacille une fois debout. « Je ne vais pas pouvoir courir, » annonce-t-elle piteusement. La tristesse sur son visage me comprime la poitrine. « Je comprends. Laissez-vous faire, c'est bientôt fini. » Je me baisse, et en une fraction de seconde, elle est en place sur mon épaule. Sa respiration se coupe sous la surprise et la compression contre mon sac. « Nous n'en avons pas pour longtemps, » dis-je pour la rassurer. Sa plainte ressemble à une affirmation. J'annonce dans la radio « Paquet emballé !» et je sors de sa prison. Tout à coup, un de nos hélicos explose. Les pièces partent dans tous les sens. Le souffle me percute et mon épaule rencontre le mur. Je cramponne les jambes de ma princesse afin qu'elle ne soit pas blessée et j'encaisse le coup pour 2. Nous avons une équipe au tas. J'ouvre grand les yeux, complètement abasourdi par la scène, le cœur au bord de la rupture. J'ai perdu une partie de mes frères d'armes.